Bienvenue dans cette deuxième partie. On passe au prochain paramètre. On passe à l'affinité électronique, qui est un peu le contraire de l'énergie d'ionisation. Alors, rappelez-vous, pour l'énergie d'ionisation, on avait dit que c'était l'énergie nécessaire pour extraire un électron. L'affinité électronique, par contre, est par définition l'énergie libérée lorsqu'un atome à l'état gazeux capte un électron. On peut également dire que c'est l'énergie nécessaire pour extraire un électron d'un ion gazeux négatif isolé. Alors ça va dans les deux sens. On mesure soit l'énergie libérée après l'attribution ou l'énergie consommée après libération de cet même atome. Le principe est très simple. On a notre atome auquel on va essayer d'ajouter un électron. On avait dit auparavant qu'il fallait absolument fournir de l'énergie pour extraire un électron. Cette énergie peut certes varier, mais il fallait, quel que soit X, fournir de l'énergie. Eh bien, pour inclure un électron, c'est différent. L'atome en question peut libérer de l'énergie, ou bien au contraire absorber de l'énergie. Et ceci dépendra encore et toujours de sa tendance à accepter ou à libérer des électrons pour atteindre la structure du gaz rare le plus proche. Alors, s'il a tendance à libérer des électrons, dans ce cas-là, avoir un électron n'arrange pas vraiment ses affaires. Du coup, pour le forcer à le faire, on doit fournir de l'énergie. Il aura donc une affinité électronique qui sera négative. Si au contraire ce dernier a tendance à accepter des électrons, il aura une affinité électronique positive car dans ce cas de figure, il libérera de l'énergie. Voici les valeurs de l'affinité électronique des éléments du tableau périodique. Alors, si on veut parler de tendance générale, elle est théoriquement semblable à celle de l'énergie d'ionisation. L'affinité électronique augmente de bas en haut, de gauche à droite. Cependant, si on va un peu plus dans le détail, on voit bien que le tableau est plein d'exceptions. Alors, on n'est pas en mesure de les expliquer toutes, faute de temps et de savoir, mais on essaiera d'expliquer ce qui se passe au niveau du groupe 2 par exemple, qui contient des affinités électroniques carrément négatives. Ce qui veut dire qu'il faut carrément fournir de l'énergie pour qu'on puisse intégrer un électron au sein de leur couche électronique. Ou encore les éléments du groupe 15, pour lesquels on note des affinités électroniques anormalement basses également. Voyons ce qui se passe au sein d'un atome comme le beryllium, qui a une affinité électronique clairement négative, qui est signe, rappelons-le, de rejet de cet électron. Pour comprendre ce qui se passe réellement, on doit jeter un coup d'œil sur la disposition de ces électrons au sein de ces couches et ces sous-couches. Les 4 électrons du beryllium se déposent comme suit. 2 au niveau de la première couche K, plus précisément dans la seule sous-couche contenue dans cette dernière, à savoir la 1s. Les 2 autres sont situés au niveau de la première sous-couche de la couche L, la 2s, laissant ainsi la couche de P complètement vide. Ceci confère une grande stabilité. Du coup, quand notre électron veut intégrer le beryllium, il n'est pas le bienvenu. Donc l'affinité électronique négative du beryllium et des autres éléments du groupe 2 est due à la relative stabilité de leur structure électronique. En ce qui concerne l'azote, c'est un scénario qui est presque similaire à un degré moindre. L'azote possède 7 électrons, 2 dans la couche K et 5 dans la couche L. Cette sous-couche de P, à moitié remplie, lui confère une relative stabilité, qui le laisse perplexe quant à la réception d'un nouvel électron, ce qui explique son affinité électronique qui est égale à 0. Sans transition, on passe à l'électronégativité. Ladies and gentlemen, Walt Disney présente l'électronégativité. Si on suppose que l'adorable petite fille est un atome d'oxygène et que le petit objet est un électron, vous venez de voir une parfaite illustration de l'électronégativité, qui est par définition le pouvoir d'attraction des électrons par un élément engagé dans une liaison chimique. Alors il y a différentes manières de quantifier ce pouvoir d'attraction. De ce fait, on a plusieurs définitions de l'électronégativité qu'on va juste citer. Alors Pauling, il s'appuie sur la différence des énergies de liaison dans sa définition. On a aussi la définition de Mulliken, qui est assez explicite. Alors d'après M. Mulliken, l'électronégativité est la moyenne de l'affinité électronique et de l'énergie d'ionisation. Enfin, on peut citer également la définition d'Allred et Ruscho,
qui divise la charge effective par le rayon atomique. Alors pour avoir une idée sur cette notion de charge effective, c'est un concept dans lequel on hiérarchise le pouvoir d'attraction du noyau sur les différents électrons en prenant en compte les effets écran ou effets de répulsion des électrons entre eux. Alors globalement, plus un électron est loin, moins il est accessible pour le noyau, de par la distance, mais aussi par les charges négatives des autres électrons qui l'entourent. Si on veut avoir une vision globale de l'électronégativité au sein du tableau périodique, on note qu'elle est assez similaire à l'énergie d'ionisation. Elle augmente au sein des périodes, à cause des noyaux de plus en plus attractifs, et diminue au sein des groupes, à cause des rayons de plus en plus éloignés. Du coup, l'électronégativité augmente de gauche vers la droite, et d'en bas vers le haut du tableau périodique. L'électronégativité d'un élément a une influence directe sur le type de liaison que peut avoir cet élément chimique. En effet, c'est la différence d'électronégativité entre deux atomes qui détermine la nature de leur liaison chimique. Si cette différence est inférieure à 0,4, on parle alors d'une liaison covalente apolaire. Puis elle sera de plus en plus polarisée. On parlera toujours de liaison covalente tant que la différence ne dépasse pas le 1,8. Dans une liaison covalente, les deux atomes se partagent les deux électrons. Au-delà de 1,8, on parle de liaison ionique, où un élément monopolise le nuage électronique, ou plus simplement les électrons, aux dépens de l'autre atome. Après avoir vu les différents types de liaisons, c'est plus facile de parler de structure cristalline. Alors la structure cristalline, ce sont les motifs répétitifs que forment l'agencement des atomes à l'état solide. Alors la manière dont s'agencent les atomes dépend de plusieurs paramètres qui sont entre autres le type de liaison, le rayon atomique et les différentes forces de répulsion. Alors la règle est simple. Les atomes tendent à se regrouper dans la forme la plus compacte possible, sans pour autant se gêner. Il existe 14 types de réseaux cristallins qu'on appelle les réseaux de Bravais. Les systèmes hexagonaux et cubiques à face centrée sont les systèmes les plus compacts. Ils permettent d'avoir 8 atomes théoriques par maille élémentaire, c'est-à-dire par motif. L'évolution de la structure cristalline des éléments au sein du tableau périodique est très hétérogène et n'obéit pas à des règles par période ou par groupe, sauf pour le cas du groupe 1 qui cristallise dans le système cubique centré. Passons à la conductivité électrique, qui est l'aptitude d'un élément à laisser les charges électriques se déplacer librement, permettant ainsi le passage d'un courant électrique. En gros, cette propriété dépend de la liberté de déplacement des électrons de la couche externe. C'est pourquoi cette propriété dépend principalement de deux paramètres. Pour avoir une bonne conductivité électrique, il faut avoir un grand rayon atomique et une faible électronégativité. Du coup, et très logiquement, l'évolution de la conductivité électrique au sein du tableau périodique est similaire à celle du rayon atomique et contraire à l'électronégativité. Vous savez sans doute ce que c'est qu'un métal, mais êtes-vous déjà posé la question ? Qu'est-ce qui fait d'un élément chimique un métal ? Sa couleur ? Sa solidité ? Sa robustesse ? Pas tellement. Pour être un métal, un élément chimique doit avoir certaines caractéristiques. Une bonne conductivité électrique et thermique, ajoutée à une bonne malléabilité, ductilité et une réactivité chimique, confère à l'élément chimique ce qu'on appelle un caractère métallique. Voici l'évolution du caractère métallique au sein du tableau périodique. En bleu, on a les métaux, en vert, les semi-métaux et en rouge, les non-métaux. On voit bien que le caractère métallique diminue au sein des périodes et augmente au sein des groupes, ce qui correspond exactement à la même évolution de la conductivité électrique. Et voilà, on arrive à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. والسلام عليكم ورحمة الله